Bonsoir. Comment donner l'envie d'acheter par temps de crise? Avec des mini ou des maxi-doses, les industriels tentent de remplir le caddie du consommateur. Alors quelles sont leurs nouvelles recettes pour faire vendre? Une enquête ensuite sur ce qui pourrait être un nouveau scandale sanitaire. La pilule était le symbole de l'émancipation des femmes. Aujourd'hui, certaines d'entre elles provoquent des accidents parfois mortels, des AVC, des embolies pulmonaires. En cause, les pilules de 3e et 4e génération. Et puis direction l'Espagne, dans la banlieue de Madrid, nous entrerons dans le plus grand bidonville d'Europe. 40 000 personnes vivent dans des maisons illégales, entre débrouille et insalubrité. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment continuer à vendre quand le pouvoir d'achat des consommateurs est en berne? Vous allez découvrir avec notre reportage les méthodes mises en œuvre par les marques, les distributeurs pour remplir le panier de leurs clients. Des yaourts ou des fruits vendus à l'unité, des petits conditionnements, des mini-doses, jusqu'aux produits que l'on peut acheter en vrac. L'offre est-elle en train de s'adapter à la crise? Pas si sûr. Vous allez le voir avec cette enquête. Traquer la bonne affaire dans les rayons des supermarchés n'est pas toujours rentable pour le consommateur. En jouant sur les couleurs, les emballages, le positionnement dans les rayons, certains produits ont des airs bon marché, mais le sont-ils vraiment? Réponse avec ce reportage, les produits anti-crise. Il est signé Marc Garmirian. Marc répondra aux questions de Guylaine sur ce plateau. Un lundi soir, dans le 11e arrondissement de Paris. Clément, 31 ans, se dirige vers le supermarché avec un défi en tête. J'ai un budget à peu près de 40 € pour la semaine et je vais essayer donc d'optimiser ce budget parce que comme je suis célibataire, je me tourne plus facilement vers les petites portions de façon à avoir un caddie plus varié. Acheter un maximum de produits différents pour un total de 40 €. En clair, des mini-doses. C'est la dernière stratégie des marques et nous voulons la tester à travers Clément. Les petits formats seraient parfaits pour éviter le gaspillage et satisfaire les plus modestes. Première prise, un sachet individuel de pâtes cuisinées pour 1,14 €. Juste à côté, le rayon soupe a changé. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de petites portions, une personne qui sont développées. 2 portions, une personne, 1,99 €. On en est à 3,13 €. Au rayon viande, je prends une petite portion de steak haché, ça me va très bien, parce que plusieurs, je ne pourrais pas les manger. On passe la barre des 5 €. Juste à côté, une mini boîte d'œufs à 1,99 €. Voilà. J'ai 4 œufs, il y en a 3 pour ma quiche, et il y en aura un que je mettrai pour une salade, style salade niçoise ou quelque chose. Et le prix ? Le prix est à peu près équivalent au prix des 6. Je les achète parce que sinon je les gâche. Et j'ai pas envie de gâcher. Les mini-doses sont donc plus chères au kilo. Sont-elles une bonne ou une mauvaise réponse à la baisse du pouvoir d'achat? Quand tu prends le litre de lait ici, il est à 74 centimes le litre, en demi-écrémé. Et quand on passe sur des toutes petits conditionnements, on est à 2,80 le litre. Ça veut dire qu'on est x4 pour le même produit. Je me fais avoir une fois de plus, je ne prendrai pas la grande parce que je sais que je vais gâcher les 3/4 de la bouteille pour faire ma quiche Lorraine. Donc je vais prendre la petite. Il n'y a pas le choix. 70 centimes, nous en sommes à 9,47 €. Mais ça m'énerve. Une demi-heure plus tard, Clément a terminé ses courses avec 29 produits en petit conditionnement. À la caisse, pronostic. Alors moi je pense que je tourne entre 35-40 à peu près. Verdict. Le montant s'élèvera à 37,65 €. Ben voilà, c'est pas beau. Clément a pu s'offrir une grande diversité de produits pour moins de 40 €. Objectif atteint. Mais il sait qu'il tiendra très peu de temps avec ces quantités minuscules. Sa cuisine est exiguë. Et je me rends compte que j'ai acheté trop de chips. Donc il faut que ça entre, coûte que coûte. Une autre raison pour acheter au plus près de ses besoins. Tout ça me coûte plus cher au poids, mais ça me coûte moins cher à l'utilisation. Au final, c'est plus varié, j'ai plus de choses dans mon caddie et c'est très important. Diminuer le format des produits pour alléger sur le moment le ticket de caisse. Les marques ont bien compris l'effet psychologique de la réduction des doses. Et ce n'est pas leur seule astuce.
Nous allons voir qu'elle redouble d'inventivité pour inciter les ménages les plus moroses à continuer d'acheter. Enquête sur les recettes anti-crise des grands groupes alimentaires et des grandes surfaces. Qui sont ces industriels de l'agroalimentaire qui ont commencé à réduire leur format? En France, très peu ont accepté de nous rencontrer, mis à part un vendeur de miel dans les collines béarnaises. Il possède des ruches et il achète du miel dans le monde entier pour le conditionner dans cette usine. 20 000 tonnes chaque année. En France, c'est le leader du secteur. Aujourd'hui, le directeur et son équipe procèdent aux ultimes réglages sur la chaîne d'embouteillage. Et là, c'est opérationnel, c'est bon, ça marche? Non, pas encore. Elle accueille un nouveau venu, le mini flacon. Et il semble générer une maxi-fierté. Ça représente quoi pour vous, ce produit? Déjà, je trouve que c'est un beau produit. Et c'est un beau produit, et quand on l'a en main comme ça, je sais pas, et les gens dans l'entreprise sont tous amoureux de ce produit. Pourquoi ce produit a-t-il vu le jour? Pour cibler les sportifs et les enfants qui peuvent l'emporter avec eux. Mais pas seulement. À en croire le directeur, la crise y est aussi pour quelque chose. Nous avons conçu ce produit parce que nous avons bien intégré dans l'entreprise la réduction du pouvoir d'achat. Nous avons bien senti que les consommateurs cherchaient des produits de qualité, mais en même temps n'avaient pas beaucoup d'argent. Cette mini-dose de 100 grammes sera vendue 1 €. Cher. Sauf quand on calcule le prix au kilo. 10 € contre 7 pour les grands pots. Et la différence aurait pu être encore plus grande si Guillaume, le responsable des emballages, n'avait pas affiné les parois du petit pot pour faire des économies. Sans perdre la fonctionnalité du flacon, c'est-à-dire qu'il permet toujours de contenir du miel et qu'on peut l'utiliser facilement, on peut déjà faire baisser considérablement le prix du flacon. Sur le bouchon, c'est la même chose. Vraiment avoir la stricte quantité de matière nécessaire pour permettre de bien fermer le flacon, de bien conserver le miel et d'avoir un bon écoulement. Guillaume a retiré 11 grammes de plastique par fiole, ce qui lui a permis de payer ses emballages 20% moins cher. Et le squeezer, c'est le nom du flacon, aurait même gagné en souplesse après sa cure d'amaigrissement. Attention, jargon. Même sur ce squeezer de 100 grammes, on a réussi à réduire la quantité de matière en augmentant la squeezabilité du flacon et donc il est encore plus pratique tout en réduisant le prix. Et ces petits pots de miel à la squeezabilité optimale vont bientôt connaître l'épreuve du feu, ou plutôt celle des étalages. Ils vont être mis en vente dans ce supermarché de la ville la plus proche. Ces deux commerciaux viennent en faire l'article auprès du directeur, Jérôme B. Les premiers lots sortis de l'usine sont placés en tête de gondole du rayon tartinable. C'est comme ça qu'il s'appelle. Vous en mettez combien dans un box là? Dans un display? Combien? 396. Vous vous livrez dans 2 jours là? J'espère 1 €, il n'y a pas de raison. Ouais. Si le directeur est enthousiaste, c'est que dans le Béarn aussi, les petites tailles sont dans l'air du temps. Le fait d'avoir le produit comme ça, taille briquet un peu, on s'arrête dessus. On s'arrête dessus, on regarde et éventuellement on achète. Pour nous montrer que la mode est aux mini-doses, Jérôme B nous entraîne dans ses rayons. Dans quelques semaines, il vendra une toute petite bouteille d'huile. Et ce sera là encore une très grande première. On a par exemple sur l'huile tournesol. L'huile tournesol, j'ai rencontré un industriel il y a une semaine qui m'a tout simplement dit qu'il allait sortir dans la réelle innovation. C'est de l'huile tournesol classique, standard, en 50 centilitres. Donc cette huile-là, à mon avis, elle fera partie de nos linéaires au début de l'année 2013. La réduction des doses serait donc pour les marques la nouvelle arme anti-crise. C'est du moins ce qu'a affirmé Jan Zijderveld, le patron d'Unilever en Europe, un géant de l'agroalimentaire. En août 2012, il annonce dans la presse le lancement en Espagne de mini paquets de lessive. Et il la justifie en parlant du retour de la pauvreté en Europe. La déclaration fait grand bruit. Nous avons tenté d'interviewer cet industriel. Bonjour, je voulais avoir des nouvelles de ma demande d'interview de Jan Zijderveld, le directeur Europe d'Unilever, pour évoquer l'adaptation à la crise du groupe. Sincèrement, c'est l'intérêt quant à cette interview et
S'il y a, je vous le dis, donc un intérêt pour Unilever, nous vous recontacterons très vite. Sinon, ça sera... Nous n'obtiendrons pas d'interview. Comme si Jan Zijderveld avait parlé un peu trop vite et un peu trop franchement. En marketing, pauvreté est un mot banni, car il fait fuir le consommateur. Alors, les mini-doses sont-elles une réponse crédible à la crise? À Rennes, nous avons rendez-vous avec Olivier Dauvert, un journaliste. Alors tous les ans, on édite un bêtisier de la distribution. Il informe ses lecteurs de tout ce qui bouge dans le marketing. Il compare les prix, traque les arnaques. Le supermarché est son terrain de jeu, un terrain qui le fascine. Un magasin, c'est quelque chose qui est vivant. Un magasin, c'est comme un théâtre. On rejoue la pièce tous les jours. C'est pas comme un film. Tous les jours, on reconstitue le décor. Il était à la différence gamme vert que... Olivier nous emmène donc au théâtre de Tinténiac, une ville de 3000 habitants. Et il va aussitôt nous montrer qu'il ne croit pas du tout aux mini-doses. Elles ne peuvent pas, pense-t-il, séduire le consommateur qui regarde de près les étiquettes. Cette plaquette, ne vaut que 90 centimes. La plaquette de 250 grammes, qui est 2 fois plus grande, elle vaut 1,29 €. Ça veut dire qu'au kilo, ils vont largement mieux acheter ce produit-là que celui-ci. Donc les petits conditionnements, ce n'est pas une réponse sur le prix, parce que ce n'est pas quelque chose qui permet d'être véritablement économique pour le client. Et accessoirement, ce n'est pas très écologique, parce que vous multipliez les emballages. Olivier a mené l'enquête dans tous les supermarchés de la région. Les produits les plus petits sont en moyenne 80% plus chers au kilo que les produits les plus gros. Après le rayon frais, le rayon lessive. Pour lui, l'intérêt des produits de petite taille n'a rien à voir avec leur prix. Et désormais, on voit des lessives qui sont sur des petits conditionnements, voire des tout petits conditionnements. Là, vous avez de la lessive en tout petit conditionnement. Il ne faut pas croire que ce soit une réponse à la crise, parce qu'aujourd'hui, on voit plutôt se développer des gros conditionnements et des promotions sur des gros volumes. Ça, c'est plutôt une réponse praticité qu'une réponse prix. La même chose sur les shampoings, par exemple, ou sur les savons au rayon hygiène. Dans tous les rayons, Olivier Dauvert nous montre des marques qui proposent d'acheter de gros volumes. L'exact opposé des mini-doses. On n'est pas en train d'imaginer comment on pourrait réduire le prix du papier toilette en vendant un rouleau par un rouleau. Non, non, ici on vous le vend par 40 rouleaux, parce que c'est plus intéressant de vendre 40 rouleaux en une fois que 40 fois un seul rouleau. Et typiquement, c'est le contraire de ce que certains pensent, qui consiste à dire aujourd'hui, face à la crise, on diminue les conditionnements. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on voit toujours des gros volumes et les promotions se font sur les très gros volumes. La preuve avec ces 40 rouleaux de papier toilette. 40 rouleaux de papier toilette, c'est la consommation moyenne d'une famille pour un mois. Donc on n'en est pas à vous vendre du papier toilette feuille par feuille. Conclusion, pour séduire les consommateurs les plus modestes, les grandes marques misent sur l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais quelle est exactement leur stratégie? Comment résistent-elles à la crise qui les frappe elles aussi? En France, une seule marque nous a ouvert ses portes dans un bâtiment flambant neuf près de l'aéroport d'Orly. Elle fabrique pas moins de 4500 produits, spécialement pour une chaîne de grands magasins. C'est ce qui s'appelle une marque distributeur. Voici Marc Gunther. Il dirige une équipe de 50 personnes. Sur le papier toilette, il a comprimé au maximum les rouleaux. Le coût du transport rentre pour une façon assez importante dans le coût du produit. Donc c'est une économie substantielle. Et le deuxième effet, c'est d'avoir des rouleaux avec 2 fois plus de feuilles. D'où effectivement le 8 rouleaux qui sont l'équivalent de 16 rouleaux, on va dire, ordinaires. Des produits que la crise comprime et qu'elle dénude aussi. Ces petits pots de compote ont déjà perdu une bonne partie de leur emballage en carton. Et on ne peut pas l'enlever complètement? Et ben, si c'est l'étape suivante. Il faut la suppression totale en fait fait qu'on économisera plus de 11 tonnes de carton. Donc, sauf que se passer d'un emballage, c'est se passer d'un support de communication. Les pots sont complètement blancs, donc en rayon, on n'a aucune visibilité dans le rayon. Donc si la maman ou le papa d'ailleurs ne voit pas le produit en rayon, forcément on ne sera pas acheté. Il faudra donc imprimer à même les pots de compote. La réduction de l'emballage, c'est plus simple parce qu'elle est à la fois dans l'air du temps, elle permet à la fois de réduire le coût et elle permet surtout elle ne gêne pas en la qualité du produit, en la perception qu'a le consommateur sur le produit. Autre exemple,
les paquets de bonbons. Les équipes de la marque distributeur sont en train de revoir les couleurs des emballages. Ils ont décidé d'enlever une gamme de bleu pour faire moins cher. Même si c'est tout petit, de penser à faire des petites économies partout, au final, à grande échelle, ça se ressent. Mais par exemple ça peut être une couleur en moins sur la sucette piquante. Si le bleu, on le passe en cyan, qui est une couleur qu'on aura systématiquement dans l'impression, c'est beaucoup moins cher à l'impression, donc c'est aussi moins cher à l'achat et donc moins cher pour le client. En économisant sur une encre donc. Sur une encre. C'est une toute petite chose, ça va être des milliers, peut-être un millier de centimes sur la référence, même pas, mais à grande échelle derrière, ça se ressent un petit peu. Et un petit peu par un petit peu, si on fait l'effort sur chacune de nos refs, au final, c'est bien pour tout le monde. C'est grâce à ces astuces que les marques distributeurs parviennent à faire de l'ombre aux marques traditionnelles. Comment celles-ci se positionnent-elles face à une consommation en baisse? Changent-elles leur image, leur logo? Nous avons rendez-vous dans une agence de design qui travaille pour plusieurs grands groupes alimentaires. Nous avons obtenu l'autorisation de filmer une réunion avec l'un de ses clients importants, une marque de biscuits bien connue des Français. Cette marque est représentée par Anne Génin, directrice marketing. Donc c'est vraiment... C'est identitaire. C'est identitaire. Elle fait un point avec le directeur artistique de l'agence qui vient de relooker les paquets de biscuits. En haut l'ancien paquet, en bas le nouveau, avec un logo beaucoup plus gros et beaucoup plus voyant. En langage publicitaire, cela permettrait de redonner des repères. On est passé à une marque, à un dessin beaucoup plus simple, où on parle d'authenticité, ce qui fait qu'on a une image dans laquelle l'œil circule agréablement, on a un sens de lecture. On a hiérarchisé les informations. Un peu à l'essentiel. Sur cette autre photo, un rayon biscuits avec les anciens logos. Puis à gauche, un rayon avec les nouveaux logos. Il y a plus de rouge. La marque est plus visible. Pour choisir son paquet de biscuits, on met pas 5 minutes, on met quelques secondes pour choisir son paquet de biscuits. Donc la reconnaissance, elle doit être immédiate. Et on sait aussi que plus notre emballage il est simple et plus on simplifie la vie de ceux qui font leurs courses. Et donc ça aussi, ça fait partie des services qu'on peut leur rendre, essayer d'attirer l'attention, certes, mais de pas noyer le public dans des informations à tort et à travers qui fait qu'on va le perdre. Tout se passe comme s'il fallait envoyer des signaux plus forts aux consommateurs déboussolés, comme s'il fallait crier pour le sortir de sa morosité. Et les marques sont capables de transformer leurs emballages s'ils n'attirent plus l'attention. Mais comment se renseignent-elles sur nos comportements d'achat? En fait, elles disposent d'outils très sophistiqués. Comme ce magasin expérimental, truffé de caméras. Sur les étalages, de vrais produits. Et devant les étalages, une cliente qui est en fait une cobaye. Ophélie vient d'être recrutée dans la rue. Elle chausse de drôles de lunettes. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi servent ces lunettes? À mon avis, c'est pour voir dans quelle direction notre regard se dirige en priorité. Et là, franchement, ça marche tout de suite parce que... Cela s'appelle de l'eye tracking. Les lunettes d'Ophélie sont équipées d'une caméra et reliées à des capteurs. Ces points rouges correspondent au moment où son regard se fixe. Et les traits représentent les mouvements de sa pupille. En fait, je connais bien les marques, donc c'est vrai que j'ai tendance à regarder en priorité les marques. Mais après, souvent, j'essaye de me diriger vers des produits similaires à un prix un peu moins élevé. Après, je pense les bouteilles, en fait, la couleur, les bouteilles. Puis le fait que, ce qui est en bas, forcément, ça nous attire moins quand même. Lorsqu'Ophélie est entrée dans le magasin, cette femme lui a fourni une liste de courses qui ne précisait pas les marques. Tout l'enjeu est de voir comment elle va s'orienter et quel produit elle va choisir. Moi, je trouve pas les céréales. Il n'y a pas de céréales. Vous pouvez prendre des produits au rayon des biscuits. D'accord. Ces images vont être ensuite analysées. Eric Singler est responsable de ce centre expérimental. Pour lui, il est particulièrement intéressant d'observer le consommateur en temps de crise.
que ce que la crise impose aux consommateurs, c'est de faire des choix. On ne peut pas être dans le « je veux tout », c'est-à-dire ce produit-là me plaît et ce produit-là me plaît, j'achète les deux. Là, il va falloir faire un arbitrage parce qu'on ne peut plus se comporter en achetant, pour des raisons budgétaires, deux produits. Et tout l'enjeu pour les marques va être de connaître ces arbitrages à travers les études d'Éric Singler pour pouvoir sortir du lot. La crise favorise les études dont le sujet est très pragmatique. Ça va être tout ce qu'on appelle l'activation en magasin. L'activation en magasin, c'est tout ce que je peux faire au point de vente et qui va faire que le consommateur, quand il arrive en rayon, me choisit plutôt moi, ma marque, plutôt que la marque concurrente. Et pour renseigner les marques avec encore plus de précision, Éric Singler va tester chaque détail de l'emballage. Il dispose de techniques plus affinées que les lunettes équipées d'une caméra. Démonstration avec une autre cobaye. Je vais maintenant vous montrer un produit. Voilà ce produit. Cette fois, les capteurs sont placés sur l'ordinateur. La consommatrice doit observer l'emballage pendant 4 secondes. Le tracé de son regard apparaît en bleu. Et il s'avère très sélectif. Ce qui n'a pas été regardé, la marque ici tout en haut. Ce qui n'a pas été regardé, la mention ici pour toute la famille. Donc on va pouvoir faire des recommandations sur le retravail du packaging de telle manière à mettre la marque à un endroit différent, de telle façon qu'on soit par le regard intéressé à regarder cette marque. Mais il y a un détail que la cobaye a en revanche bien noté. Regardez, on nous colle un ananas et en fait on regardait la suite. Nectar, ananas et pommes. Donc oui, on se moque du monde. Ouais, parce que je pense que la pomme coûte moins cher que l'ananas. Et ces consommateurs, toujours plus méfiants et économes, les distributeurs veulent les suivre à la trace. Ils sont prêts à payer très cher pour connaître exactement le contenu de leur caddie. Annabelle Ferrer fait partie d'un panel, comme 20 000 autres ménagères en France. Elle habite dans les Yvelines, est assistante maternelle et mère de 3 enfants. À chaque fois qu'elle rentre du supermarché, elle scanne un à un tous les articles achetés. Tu vas chercher la scannette et le petit classeur, s'il te plaît. On scanne et après... En contrepartie, Annabelle reçoit des chèques cadeaux. Les codes barres, le poids, la quantité et les lieux d'achat des produits sont transmis à la société d'études qui l'a recrutée. Le gruyère, Noémie, il est là. Voilà, mon objectif, c'est scanner mes produits et ils voient l'évolution de ma consommation par rapport au fil des mois, puisque ça fait 2 ans à peu près que je suis chez eux. Donc voilà, tout a une importance, je pense, pour eux, oui. La liste de courses d'Annabelle va se retrouver dans une gigantesque base de données, avec celle de 20 000 panélistes. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Les analystes vont en déduire les achats de millions de consommateurs. Je me permettais de vous contacter, c'était parce que nous avons constaté dans vos achats que vous déclarez de l'alimentation pour chat. Et on voulait savoir si maintenant vous possédez un chat. Un achat pour votre fille, c'est ça, pour le chat de votre fille? Voilà. Bonne journée, merci, au revoir. Vous savez tout sur eux, quoi. Tout. Ils ne cachent rien. Les marques et les distributeurs peuvent débourser jusqu'à 1 million d'euros pour se procurer ces études. Grâce à elles, ils obtiennent des renseignements très précieux sur la concurrence. C'est Gaël Le Floch qui pilote ces études. Les enseignes peuvent mesurer exactement les achats qui sont réalisés dans leur magasin en propre, mais ils ne savent pas ce qui est acheté chez leurs concurrents. Donc grâce au panel, vous connaissez exactement ce qui est acheté enseigne par enseigne, et donc vous pouvez calculer la part de marché des enseignes, la part de marché des marques au sein de chacune des enseignes. Voilà, donc vous avez en fait une vue d'ensemble que n'ont pas ni les distributeurs, ni les industriels. En cette période de crise, les grandes enseignes n'ont jamais été aussi avides d'informations sur ce que fabriquent leurs concurrents, surtout quand ils font des promotions. Aujourd'hui, les promos représentent pas moins d'un quart des ventes de la grande distribution. Elles sont devenues indispensables. Annabelle, la panéliste, est elle-même une zappeuse de promos. Je regarde les magasins qui sont autour de chez moi et puis je vais sur chaque enseigne, je peux aller sur celui-là, celui-là ou celui-là.
sur chaque enseigne. Je vais faire un peu là et un peu là. C'est un repas promo? Bah oui, oui, parce que lardon crème fraîche, c'est marque magasin, où il n'y a que ça. Mais ça, c'était en promo. Elles étaient en promo, je ne sais plus à combien. Oui, on peut dire que c'est un repas promo quand même. Une zappeuse de promo qui fait la cuisine. Voilà le profil type de la consommatrice dont les revenus baissent. Et c'est en suivant cette catégorie d'acheteuses que nous allons découvrir les vrais produits anti-crise. Baldenheim, en Alsace. Catherine Gell a 5 enfants. Avec son mari, elle touche 3 000 € par mois. Budget nourriture, 700 € pour toute la famille. Alors Catherine ne prend que les produits qu'elle peut transformer elle-même. Des produits bon marché, tout en bas des rayons. Ah, pareil, à 49 centimes le kilo de farine. Si je dois mettre 1,99 € dedans, je ne fais pas les mêmes quantités en pâtisserie. Hein. Une boîte. Les ventes de ces farines premier prix sont en train de s'envoler. Le gros sel. Plus 25% dans les grandes surfaces françaises. La pâtissière a un péché mignon, copier les gâteaux industriels pour ses enfants. Le rayon friandises, c'est une source d'inspiration, c'est pas une source de dépense. T'as déjà fait ça aussi, le panier? Ouais, un petit panier en pâte feuilletée, en version sucrée aussi. Le sucre bon marché connaît lui aussi une période faste, plus 8%. Quant à la pomme de terre, elle s'est rarement aussi bien vendue, plus 11% dans toute la France cette année. De retour chez elle, Catherine se retrousse les manches. C'est un défi permanent. Avec 3 ingrédients, essayer de faire quelque chose. Catherine fait des biscuits, mais aussi du pain. 4 baguettes par jour pour toute la famille. Et beaucoup de laitage. Avant, on achetait les yaourts. D'abord les yaourts grande marque, et puis on est passé aux marques magasin. Puis on a pris les moins chers, et puis ils mangeaient toujours autant de yaourts. Ça n'a pas duré 3 mois, je suis tombée sur une promo, la yaourtière à moins de 20 €. J'ai embarqué le truc, et depuis ça tourne. Catherine a toujours aimé cuisiner. Mais comme les temps sont de plus en plus durs, elle le fait désormais par nécessité. Si je devais acheter tous mes ingrédients, sans passer par les chutneys maison, les yaourts maison et le reste, oui, j'aurais pas le budget. Je pourrais pas me permettre de l'acheter. Et à quelque part, faire beaucoup maison, c'est une question de survie, quoi. Et pour la survie, Catherine a rempli des centaines de bocaux avec les fruits et les légumes de son jardin. Son rayon conserve, il est là, dans sa cave. Avec elle, peu importe le graphisme des emballages, les mini ou les maxi-doses. Ces produits anti-crise, ce sont les ingrédients les plus simples qui soient. Ceux qui se prêtent à ces recettes et non à celles du marketing. Marc, c'est vous qui avez réalisé ce reportage. Vous nous avez dit avoir eu beaucoup de mal à pousser les portes de l'industrie agroalimentaire. Alors pourquoi aussi peu de transparence ? Oui, ça a été relativement long et compliqué. J'ai contacté une trentaine de grands groupes de l'industrie agroalimentaire, leurs sous-traitants, toutes les enseignes de la grande distribution, et la plupart de mes demandes d'interview ou de séquences à tourner ont été refusées après des semaines de négociations. Et pourquoi ? Les seuls qui ont accepté sont ceux qu'on voit dans le reportage. Et pourquoi ? Parce que c'est tout simplement tabou de parler de crise ou de baisse du pouvoir d'achat dans l'univers de la consommation. Rappeler au consommateur qu'il a peu de moyens, c'est pas une bonne stratégie commerciale et c'est pas très bon en termes de communication non plus. Alors on voit dans votre reportage que les mini-doses ne sont pas très avantageuses économiquement ou écologiquement pour le consommateur. Mais est-ce qu'elles marchent en rayon ? Est-ce que ça se vend ? Alors le mini flacon de miel qu'on voit dans le reportage, ça a plutôt bien marché. Je crois qu'ils ont vidé le présentoir en 3 semaines, 1 mois. Ils ont aussi profité de l'effet Chandler où un petit peu de miel dans une crêpe, c'est pas mal. Malgré tout, les mini-doses, ça reste marginal dans les rayons des supermarchés en France. On en voit assez peu, ça se développe doucement. L'arme absolue de la grande distribution ou des grandes marques pour continuer à vendre en temps de crise, ce sont les promotions. 1/4 des produits qui sont vendus dans la grande distribution sont vendus en promotion. Mais est-ce que ça a des conséquences, ces promotions ? Alors, sur ces promotions, évidemment, les marques et la grande distribution font des efforts sur leurs marges. Donc, forcément, ils se rattrapent sur les autres produits dans les rayons. Ce qui veut dire que d'autres produits sont plus chers ? Sont plus chers, oui. Merci, Marc. Merci.
Un enfant, si je veux, quand je veux, ce slogan aura marqué le mouvement de libération des femmes à la fin des années 60. Et la pilule en était devenue le symbole. C'est le moyen contraceptif le plus utilisé en France. Aujourd'hui, plus de 70% des femmes de moins de 35 ans l'utilisent, très efficace pour prévenir les grossesses. Mais depuis décembre dernier, certaines questions se posent. Sommes-nous à la veille d'un scandale sanitaire concernant les pilules de 3e et 4e génération, celles qui sont apparues dans les années 90? Il y a quelques semaines, des femmes ont porté plainte contre des laboratoires pharmaceutiques. Elles ont été victimes d'accidents vasculaires cérébraux, d'embolies pulmonaires. Des médecins font le lien entre leurs pilules et ces problèmes de santé. Des décès sont même désormais associés à ce médicament. C'est l'enquête de la semaine, un reportage de Christelle Ploquin qui rejoindra Guylaine pour nous donner d'autres informations. 2 fois par semaine, Marion Lara a rendez-vous chez son kinésithérapeute. Allez, lève le pied. Lève le pied gauche. Allez, lève le pied gauche. En charge. Donnez-nous aujourd'hui notre cellule de conjonctive de chaque jour. T'as mal là? Oui. Tu souffres? Oui, ben oui. Hémiplégie, épilepsie, troubles de la mémoire et du langage. En juin 2006, Marion a été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. 2, 3. Depuis, elle est handicapée à 65%. Elle doit réapprendre tous les gestes du quotidien. Qu'est-ce que vous avez dû réapprendre ici? À marcher, maintenant un peu à courir, voilà, toutes les un peu à me servir de ma main, mais bon, pour l'instant c'est pas encore ça. Et voilà, donc toutes les personnes que normalement elles font naturellement. Donc voilà, je suis handicapée, c'est tout. Là déjà, elle est détendue ta main, regarde-la. Ouvre-la. Et là on va pouvoir faire le travail d'appui. Une expertise médicale l'a démontré. À l'origine de son accident, sa pilule contraceptive. Il y a 2 mois, la jeune femme a porté plainte contre Bayer, le laboratoire pharmaceutique qui la commercialise, mais aussi contre l'État. C'est une première en France. Théodora, elle aussi, a vu son cas reconnu par les experts médicaux. Elle avait 17 ans, elle prenait la pilule depuis 3 mois, elle est morte d'une embolie pulmonaire. AVC, embolie ou thrombose, aujourd'hui des centaines d'autres femmes soupçonnent des pilules d'avoir fait basculer leur vie. Jasminelle, Yaz, Mélodia, Minulette et une vingtaine d'autres encore. Ce sont les pilules dites de 3e et 4e génération. Quels sont vraiment les risques liés à ces médicaments? Comment ont-ils été prescrits depuis 20 ans? Et quelle est la responsabilité des médecins, des laboratoires pharmaceutiques et de l'État? Enquête sur cette génération de pilules avalée chaque jour par 2 millions de Françaises. Aujourd'hui, Marion rend visite à ses parents. Coucou. Coucou. Bonjour. Ce sont eux qui se souviennent le mieux de la jeune fille brillante et sportive qu'elle était. Tu reviens du Canada, c'est exact. Ah oui, là, regarde. Voilà. Celle-là, moi, j'aime beaucoup. Je te rappelle, tu avais une forme pas possible. Tu tapais quand même entre 1200 et 1500 mètres tous les jours de dénivelé positif, hein, pendant 10 jours. Ouais, mais tout ça, c'est un peu loin. La vie de Marion a basculé le 13 juin 2006. Elle avait 18 ans. Ce jour-là, ses parents la découvrent inanimée. Transportée aux urgences, elle passe 3 jours dans le coma, subit 9 opérations. Elle reprend vie dans un fauteuil roulant, nourrie à la petite cuillère. Il lui faudra 6 mois pour retrouver l'usage de la parole. Là, il y a eu 3 opérations. Tu ne savais plus comment on souffle des bougies. Ah oui, ça c'était impressionnant. Je suis là vraiment, j'ai vraiment la moitié de la face paralysée. La Marion d'avant, elle est morte, mais ça c'est sûr. Mais même Marion Lara, Marion a été tuée, mais ça c'est sûr. À l'époque, Marion ne connaît pas la cause de son accident. C'est 4 ans plus tard, à l'occasion d'un bilan sanguin, qu'un médecin lui apporte une réponse.
Marion l'ignorait, elle a une particularité génétique incompatible avec la pilule. Par hasard, en fait, je me suis retrouvée avec une hématologue qui m'a dit ben voilà, mais en fait, c'est la pilule, mais vous le savez pas. On vous l'avait pas dit. Et là, je suis partie d'un fou rire, j'étais la pilule, mais non, c'est pas possible. La pilule de Marion s'appelle Méliane. Nous avons voulu en savoir plus sur ce contraceptif. C'est donc dans une pharmacie que commence notre enquête. Bonjour madame. Enchanté. Jean-Claude Cazes est pharmacien depuis 30 ans. Alors tout à fait, ça c'est donc une pilule de 3e génération. C'est quoi une génération? Alors c'est assez simple à comprendre puisqu'il y a eu 4 générations qui sont liées à des années d'apparition. La première génération de pilules est arrivée sur le marché à la fin des années 60. Aujourd'hui, il n'en existe pratiquement plus. Ensuite, voici quelques exemples de 2e génération, apparus dans les années 70-80. Ensuite est apparu donc les pilules de 3e génération dans les années 80-90. Et là, il y a eu pléthore de modèles qui sont sortis sur le marché. Ce sont donc des produits qui sont largement prescrits aujourd'hui encore. Et les 4e générations ont suivi dans les années 2000. Pourquoi est-ce que les laboratoires ils ont mis sur le marché ces nouvelles pilules alors qu'il y en avait déjà qui marchaient très bien? La différence qu'il y a entre ces 2e, 3e et 4e générations, c'est à chaque fois une diminution des effets secondaires, donc une facilité de prise pour les femmes qui ont moins de nausées, qui ont moins de gonflements, moins de prise de poids. Moins d'effets secondaires et mieux encore, elle serait aussi anti-acné. Aucune étude scientifique ne le prouve. Mais ces arguments ont séduit. 60% des femmes qui prennent la pilule utilisent ces 3e et 4e générations. Toutes les pilules comportent des risques. C'est écrit dans les notices. Caillot sanguin, accident thromboembolique veineux. Mais avec les pilules 3e et 4e génération, le risque est plus important. Bruno Toussaint est le rédacteur en chef de Prescrire, une revue médicale de référence. Dès la mise sur le marché de ces pilules, le journal a tiré la sonnette d'alarme. Dans sa ligne de mire, les hormones, appelées progestatifs. Voilà les numéros qu'on a publiés à l'époque, 1996. Gestodène et Désogestrel, qui sont les progestatifs de 3e génération, comme on dit. Quel risque vasculaire? Point d'interrogation, puisqu'à l'époque, il n'y a pas encore de certitude, mais il y a déjà des doutes sérieux. D'autres articles suivent. En 1998, puis en 2001. Message sans ambiguïté, ces nouvelles pilules présentent plus de risques que les autres. C'est en 2001 que les chiffres sont très clairs. Il n'y a pas de doute. Les pilules de 3e génération augmentent le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire, multiplié par 2 environ par rapport aux pilules de 2e génération. Là, ça devient très clair. Et pour autant, elles ne sont pas plus efficaces, puisque de toute façon, les pilules de 2e génération sont déjà très efficaces en matière de contraception. Pilules 1re et 2e génération, probabilité d'accident grave, 20 cas pour 100 000 femmes. Pour les nouvelles générations, c'est 30 à 40 cas, toujours pour 100 000 femmes. Un risque faible donc, mais tout de même 2 fois plus élevé, et dont les médecins étaient tenus informés. En 2001 par exemple, l'AFSAPS, l'ancienne agence du médicament, écrit aux gynécologues pour leur signaler un risque d'accident plus élevé. 6 ans plus tard, en 2007, c'est au tour de la Haute Autorité de Santé. Plus de risques, pas de meilleure efficacité. Enfin, il y a 2 ans, en 2011, l'Agence européenne du médicament, elle aussi parle de risques plus forts pour les dernières générations. Alors, pourquoi ces pilules ont-elles été tant prescrites ? Nous sommes allés voir un gynécologue, le docteur Alain Knopf. Bonjour. Bonjour madame. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Il nous a expliqué ce que tout médecin devrait systématiquement demander avant de prescrire une pilule. La première chose à faire, c'est un interrogatoire complet, assez serré, sur la patiente, ses antécédents personnels, hypertension, diabète. Il ne faut pas oublier non plus les antécédents familiaux. Ensuite, je pense qu'il faut interroger sur un éventuel tabagisme.
parce que je vous rappelle que quand même la pilule et le tabac, c'est une association de malfaiteurs. Le médecin doit ensuite examiner sa patiente. Le surpoids ou l'hypertension, par exemple, sont des contre-indications. Mais pas d'obligation légale. Tout est laissé à la libre appréciation du professionnel. Je pense qu'on n'a peut-être pas pris conscience de la réalité du risque et qu'on l'a peut-être un petit peu sous-estimé. Quand une jeune femme vient vous voir, elle vous dit « ma copine, elle prend telle pilule avec laquelle elle n'a pas pris 1 gramme, c'est vraiment formidable, est-ce que je peux l'avoir ?» On n'a pas toujours le courage, je reconnais, de dire « non, je vais vous donner plutôt une pilule d'une génération antérieure. » Je pense que c'est la routine, c'est le fait que vous prescrivez une pilule pendant 15 ans et que vous n'avez personnellement pas connaissance d'un seul accident et que vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres. La pilule a-t-elle été trop longtemps banalisée? A-t-on oublié qu'il s'agit d'un médicament avec des effets secondaires? À Tours, nous rencontrons la secrétaire du syndicat national des gynécologues, Elisabeth Paganelli. Pour elle, les informations sur les risques fournis par les autorités sanitaires n'étaient pas assez claires. On nous a juste envoyé un petit message qu'on n'a probablement pas tous lu, comme quoi elles avaient plus de risques. Mais le problème, c'est l'envoi. Moi, j'arrive même pas à me souvenir quand c'est qu'on nous l'a envoyé. La majorité des obstétriciens, des gynécologues, ils l'ont pas entendu. Des autorités qui n'alerteraient pas assez fort et pas assez clairement. Mais pour Elisabeth Paganelli, il y a aussi une autre explication, le discours séduisant des laboratoires pharmaceutiques. Quand il y a un lancement de produit, les laboratoires, dans chaque région, ils essayent d'inviter les médecins pour faire la promotion de leurs produits. Ils sont aussi plus audits puisqu'ils avaient des personnes qui venaient dans nos cabinets. Donc c'était quand même plus facile. On les voyait, ils nous donnaient des résumés, ils nous donnent des petits papiers. Bien sûr que c'est plus facile. C'est juste une sorte de communication. Les laboratoires pharmaceutiques communiquent mieux que les autorités nationales. Oui. Que disaient les laboratoires de ces nouvelles pilules? Quels étaient leurs arguments face aux médecins? Pfizer, Efic, MSD ou encore Bayer, nous les avons tous contactés. Aucun n'a souhaité répondre à nos questions. Alors, pour comprendre le lobbying qu'ils exercent sur les médecins, nous avons recueilli le témoignage de ces 2 femmes. Il est rare. Ce sont des visiteuses médicales. Tenues au secret professionnel, elles resteront anonymes. Les visiteurs médicaux rencontrent chaque jour des médecins pour leur présenter des nouveaux médicaments, avec dans leur mallette, pour les pilules de 3e et 4e génération, un argumentaire clé. L'argumentaire que nous avions à cette période-là concernait surtout des patientes jeunes, des femmes qui arrivaient chez le médecin pour une première contraception. L'argumentation, c'était que ça ne faisait pas grossir et que c'était moins dosé et que ça ne pouvait pas provoquer d'acné chez les jeunes filles. Et c'était convaincant. Je veux dire, jamais aucun médecin ne demandait une étude. Le fait que ce soit moins dosé, dans l'esprit du médecin, c'est mieux toléré. Il n'y a pas de corrélation directe entre le dosage et la tolérance. Et le médecin, rarement, il demande une étude clinique pour vérifier ce qu'on a dit. La manière dont on présentait le produit au médecin, on avait donc des étapes. L'étape sur la tolérance et les effets indésirables arrivait en avant-dernier. Et souvent, on nous disait, si le médecin ne vous pose pas la question, n'allez pas dans l'étape tolérance et précaution d'emploi et effets indésirables. Donc ça veut dire, par exemple, pour les pilules contraceptives, que les médecins n'étaient pas forcément au courant des effets secondaires. C'est vrai. S'ils ne posaient pas les questions, non. Pour les laboratoires, l'enjeu financier est énorme. Pour 3 mois, les pilules 1e et 2e génération coûtent environ 5 €. Le prix des nouvelles pilules, toujours pour 3 mois, peut atteindre 45 €. Pour convaincre les médecins de prescrire ces contraceptifs, les industriels ont aussi une autre stratégie, faire parler de la pilule. Pour cela, ils s'appuient sur les discours de gynécologues réputés. On les appelle les leaders d'opinion. Des médecins qui se sont donnés pour mission d'encourager la contraception. Vous les avez probablement déjà vus sur des plateaux télé ou entendus à la radio. Israël Nizan, Brigitte Letombe, Sylvain Mimoun ou encore Christian Jamin. C'est lui,
que nous avons rencontré. C'était au Palais des Congrès de Dijon samedi dernier. Ce jour-là, ce gynécologue parisien organise une journée d'information sur la contraception. Le fait de prendre la pilule... Dans l'assistance, plus de 300 prescripteurs, des gynécologues, des généralistes et des sages-femmes. Tous sont venus chercher des conseils et des informations. Car il y a 2 mois, l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, leur a adressé une lettre. Elle leur demande de préférer la prescription de pilules 2e génération. Une recommandation que Christian Jamin leur conseille d'appliquer sans réelle conviction. Une adolescente qui arrive avec une acné, quelle contraception on lui donne? Il est aujourd'hui recommandé de commencer par une 2e génération, sachant que ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Il est certain qu'on aurait été tenté il y a quelque temps de lui donner une 3e génération d'emblée. Maintenant, on nous dit de faire comme ça, même si ça nous paraît stupide, il faut qu'on le fasse. Un gynécologue de notoriété qui commente la décision des autorités sanitaires devant un parterre de prescripteurs. Christian Jamin ne s'arrête pas là, il affirme aussi ses doutes quant au risque plus élevé des pilules 3e et 4e génération. Le surrisque thromboembolique veineux sous 3e et 4e génération est possible, très possible, mais pas totalement prouvé. Si ce risque existe, il est faible. Les statisticiens, je dirais, un petit peu rigoureux, disent que ces études ne sont que des tendances et ne permettent pas d'avoir une certitude. Que penser de la parole de Christian Jamin? Car au samedi de la contraception sont aussi présents de nombreux laboratoires pharmaceutiques. Ce sont eux qui financent cette journée où tout est offert. L'entrée, le café, les macarons à volonté. Un budget de 30 000 €. Les laboratoires pharmaceutiques prennent des stands, donc payent une cotisation pour être là. C'est la cotisation qui permet de faire fonctionner le congrès. Et donc les laboratoires, pendant les pauses, peuvent présenter leurs produits. Ces rencontres, Christian Jamin les organise avec un autre médecin connu des médias, David Elia. Il démente tout conflit d'intérêts. Pour notre formation, on n'en a jamais vu la couleur. Le fait qu'il y ait tous ces laboratoires qui soient présents et qui financent la journée, ça pose la question quand même de l'indépendance de vos propos. Franchement, il faut être bien naïf. Il faut penser que des gens comme nous sommes prêts à nous vendre, à nous polluer de ce que les laboratoires vont nous dire. Selon eux, s'ils sollicitent l'argent des laboratoires, c'est pour défendre leurs convictions. On a participé, David et moi, à la mise en place de la contraception en France. Nous avons, alors, on était jeunes à l'époque, mais on y était déjà. Alors on n'est pas des engagés politiques, on est des engagés vers un combat qu'on mène depuis 30 ou 40 ans et qu'on continue à mener. On continue à le mener de cette façon aujourd'hui. Mais alors, comment les médecins s'y retrouvent-ils entre des leaders d'opinion qui minimisent les risques et des autorités sanitaires qui au contraire les affirment? Comment prescrivent-ils aujourd'hui la pilule à leurs patientes? En caméra cachée, nous sommes allés voir 6 gynécologues et 8 généralistes. Avec un scénario, Marie, 23 ans, souhaite prendre la pilule pour la première fois. Les consultations ont duré de 10 à 20 minutes. Et dans la majorité des cas, les médecins nous ont posé les questions indispensables à la prescription. Vous fumez? Non. Vous avez une contraception? Non. Vous avez déjà été opéré? L'appendicite. Au niveau famille, il n'y a pas de problème particulier. Non. Hypertension dans la famille non plus. Hypertension, non. Mes parents sont traités pour du diabète, du cholestérol, personne avec phlébite, l'embolie pulmonaire, non. Extravasculaire, non. Tout va bien. Oui, tout va bien, j'ai de la chance. Est-ce que déjà eu des allergies à des médicaments? Non plus. Sur les 14 médecins, 13 ont respecté les recommandations. Ils ont prescrit une pilule de 2e génération. Mais parfois à contre-cœur. On va essayer cette pilule de 2e génération, pilule légère, et on voit comment vous vous sentez. Okay. Et cette pilule, elle est bien, enfin, parce que je sais que j'ai des problèmes d'acné de temps en temps. Ça risque de pas être bien.
Mais je n'ai pas légalement le droit de vous proposer autre chose en première intention actuellement. Par exemple, si j'étais venue plus tôt, vous m'auriez donné la plus dangereuse. Voilà. Parce qu'elle est mieux. Oui, tout à fait. Mais si elles sont mieux? Ils en ont rien à foutre. C'est des crétins avec un grand C. Ils nous gavent en ce moment, bien comme il faut. Au final, un seul gynécologue nous a prescrit d'emblée une pilule 3e génération. Vous avez une pilule, vous allez essayer pendant 3 mois, puis ensuite on se vous revenez dans 3 mois, puis on va. D'accord. Comment ça se passe? Ça, c'est une pilule 3e ou une première? C'est une 3e génération. D'accord. Et elle marche mieux que les autres. Et sans risque, tu peux Non. Pas plus, pas moins que les autres. Malgré la recommandation de l'État, quelques médecins continuent donc à prescrire dès la première consultation des pilules de 3e ou 4e génération. Qu'en pensent les autorités sanitaires? À la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, nous avons rendez-vous avec Joseph Emmerich. Bonjour, Christelle Ploquin, oui, spécial. C'est le responsable du pôle gynécologie. Il gère le dossier pilule. Nous lui montrons notre test réalisé en caméra cachée. Donc c'était il y a 2 jours chez un gynécologue à Paris. On venait pour une première prescription de pilule. Devant les résultats, il se dit satisfait. Mais il réagit au cas du médecin qui n'a pas respecté les consignes. Prescrire en première intention chez une jeune femme qui vient voir son médecin pour recevoir une contraception, donner une 3e génération en essayant de quelque manière que ce soit de justifier cela n'est plus acceptable et n'est pas acceptable. Mais ce qu'ils disent les médecins quand on va les voir aujourd'hui, c'est qu'ils ne nous ont pas assez prévenus. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On voit même qu'il y a encore aujourd'hui, semble-t-il, d'après votre reportage, des prescripteurs qui ne veulent pas entendre ces recommandations. Les recommandations de l'Agence du médicament ne sont pas des obligations. Chaque médecin reste responsable de sa prescription. Mais alors, combien y a-t-il eu de victimes d'accidents liés à la pilule? Officiellement, selon la NSM, 13 femmes en sont décédées en 27 ans. Ces chiffres correspondent-ils à la réalité ou ont-ils été sous-évalués? Il y a quelques jours, dans le Finistère, au CHU de Brest, des médecins ont voulu en avoir le cœur net. Ce sont eux déjà qui avaient commencé le recensement des victimes du Mediator. Il s'agit de Christian Richer. Christian Richer. Et de Jean-Michel Covin. Jean-Michel Covin. Bonjour. Officiellement, dans ce département, 3 accidents graves sont liés à la pilule. Pour savoir si tous les cas ont bien été déclarés, ces experts ont utilisé un logiciel qui permet d'accéder à tous les dossiers des patients. Première étape, repérer les victimes potentielles en ciblant des critères bien précis. On va proposer une période entre 1998 et 2012. On va préciser que ce sont des femmes entre 15 et 25 ans et mettre des codes qui correspondent aux accidents vasculaires cérébraux et aux embolies pulmonaires. Et on envoie la recherche. En moins de 10 secondes, 116 cas apparaissent. Sur ces 116 femmes, les médecins ont cherché celles qui prenaient la pilule. Il y en a 45, dont 2 qui sont décédées. Selon eux, cette recherche met donc en évidence une sous-déclaration du nombre d'accidents. Elle apporte aussi une autre information. Les 3/4 de ces 45 victimes prenaient des pilules de 3e et 4e génération. Et dans 75% des cas, ces patientes présentaient des facteurs de risque. Le tabac, le surpoids, elles n'auraient jamais dû se voir prescrire une pilule. Est-ce que le travail que vous avez fait, il est pertinent pour une extrapolation à l'ensemble de la population française? On sait très bien qu'il y a une forte probabilité pour qu'il n'y ait pas une différence si importante entre Brest, Marseille ou Lille. Il y a quelques jours, la NSM a demandé aux 31 CHU de France d'appliquer la même méthode pour recenser les victimes. Si les chiffres de Brest se confirment à l'échelle nationale, 3 900 accidents graves et 165 décès pourraient être attribués à la pilule, juste pour les femmes de 15 à 25 ans.
Qui seraient ces victimes jusqu'ici inconnues des statistiques? Cette question, un homme en a fait son combat. En 2007, Pierre Marcarian a perdu sa fille, Théodora. Elle avait 17 ans, elle est morte d'une embolie pulmonaire. Une expertise médicale l'a attesté, c'est sa pilule qui l'a tuée. Depuis, ce père a créé une association. Sur son site internet, des témoignages par centaines, comme celui de Dorothée. Voilà mon histoire. J'ai été prise d'une forte douleur dans le mollet droit qui peinait à disparaître. Après 4 jours de douleur et une nuit blanche, je suis allée chez mon généraliste qui m'a confirmé une phlébite. Le lien avec la nouvelle pilule que je prenais a rapidement été fait. Ou celui de cette mère pour sa fille Sabrina, décédée à 25 ans. Sabrina, tu t'es retrouvée en réanimation pour en ressortir le 22 novembre, les yeux fermés à jamais. Une embolie pulmonaire massive venait de t'emporter. Tu étais en parfaite santé et tu ne prenais jamais de médicaments, sauf la pilule contraceptive. D'où la question, est-ce que celle-ci n'est pas responsable de ta mort? Chaque jour, la liste s'allonge. Carole, Claire, Élodie, Cécile, Sandrine, Annabelle, etc. Donc, je ne m'attendais pas à autant de témoignages en si peu de temps. Combien de témoignages à peu près vous avez? Actuellement, on est à peu près à 300 témoignages. Voilà, 300 personnes, dont sur ces 300 témoignages, on a au moins 15 décès. Ces témoignages, Pierre Marcarian n'est plus le seul à les recevoir. Depuis qu'elle a porté plainte, Marion Lara a elle aussi été contactée par d'autres jeunes femmes. Ce jour-là à Paris, elle a rendez-vous avec Marjorie qu'elle ne connaît pas encore. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Il y a 7 ans, Marjorie a fait un AVC. Elle n'avait jamais compris pourquoi. Depuis la plainte de Marion, elle pense avoir fait le lien et elle accuse sa pilule. Mon conjoint me disait, en fait, ça me rassure de savoir que tu n'es pas toute seule. Et je lui disais, mais en fait, j'aurais préféré être toute seule, quoi. Bah, oui, parce qu'au final, j'aurais vraiment été un cas isolé et enfin, il n'y aurait personne d'autre qui serait décédé. Vous aviez déjà fait le lien clairement avec votre pilule? Bah, c'est-à-dire que c'était la seule possibilité. C'était la seule possibilité parce que moi, on m'avait dit c'est un facteur de risque. D'ailleurs, la seule chose c'était le seul médicament que je prenais et c'est la seule chose qui m'ont arrêté. Du coup, j'ai plus le droit de prendre de pilule. À ce jour, aucun lien n'a été établi. La pilule que prenait Marjorie n'est pas une pilule comme les autres. Elle s'appelle Diane 35. En réalité, c'est un médicament contre l'acné. Pourtant, depuis 25 ans, il a été prescrit comme contraceptif à des centaines de milliers de femmes. Pourquoi les médecins ont-ils fait cela? À la direction de la pharmacie des hôpitaux de Paris, nous rencontrons le docteur François Chaste. Pour lui, aucun doute, ce médicament a été détourné de son usage. Alors le problème du détournement des médicaments en général est caricatural avec Diane 35. Alors on peut faire une démonstration tout à fait convaincante, me semble-t-il. Si on ouvre le dictionnaire des médicaments le plus largement utilisé par les médecins, on voit pour Diane qu'il s'agit d'un traitement de l'acné de la femme. Ce dictionnaire des médicaments s'appelle le Vidal. Diane 35 y est bien inscrit comme un médicament anti-acnéique. Pourtant, sur le reste de sa fiche, tout semble indiquer que c'est une pilule. Et quand on s'interroge sur la posologie et le mode d'administration de ce médicament, on est surpris d'emblée. Il est indiqué premier cycle, ingestion quotidienne régulière d'un comprimé en commençant le premier jour du cycle. On se demande pourquoi on va traiter l'acné avec une simultanéité du premier jour du cycle. Un détournement qui pose problème, car Diane 35 comporte les mêmes risques que les pilules de 3e ou 4e génération.
Deux problèmes avec Diane. Le fait que le médicament soit détourné de son usage premier n'est pas du tout satisfaisant parce qu'on n'avait pas d'études concernant Diane comme contraceptif. Il n'y a pas d'études concernant Diane comme contraceptif. Le second problème est que la composition de ce médicament, pris au long cours, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, expose les femmes qui le prennent à des risques graves de phlébite, d'embolie pulmonaire, et ce risque me paraît inacceptable par rapport à l'intérêt thérapeutique du médicament. Le 30 janvier dernier, l'ANSM décidait de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de Diane 35. Pilule de 3e et 4e génération, Diane 35, combien de femmes saisiront-elles la justice? Il y a 2 jours, 2 avocats, Jean-Christophe Coubris et Philippe Courtois, arrivaient à Paris pour déposer 63 plaintes au tribunal de grande instance. Nous avons 24 plaintes de la pilule 4e génération. Là, nous en avons 33 de la pilule 3e génération. Et nous en avons là 5 de ce que l'on peut appeler un traitement anti-acné de la Diane 35. Et absolument pas considéré comme une pilule qui ne doit pas l'être en tout cas. Des plaintes pour homicide ou blessures involontaires, contre les laboratoires et contre l'État. Toutes réclament le retrait du marché de ces pilules. Je ne suis pas contre la pilule. Toutes les pilules ne sont pas mauvaises. J'estime seulement que les 3e et 4e générations, qui n'ont rien apporté de mieux que la 2e génération, n'ont plus lieu d'être sur le marché. Elles doivent être retirées car pas de bénéfices et plus de risques. Et des risques qui peuvent être catastrophiques pour les jeunes filles. Encore des centaines et des centaines de plaintes, c'est ce que ces avocats promettent pour les mois à venir. Et le ministère de la Santé lui-même pose la question. Ces pilules dernière génération sont-elles si bénéfiques? Il l'a décidé, elles ne seront plus remboursées à partir du mois d'avril. C'est là pour ça. Hein. Je vois que l'appui s'en mêle. Christelle, est-ce qu'avec cette affaire, la pilule est déjà en train de perdre de sa crédibilité auprès des femmes et quel est le risque exactement? Alors oui, elle perd de sa crédibilité et c'est là le principal risque dans toute cette affaire parce qu'il ne faut surtout pas arrêter une plaquette de pilule en cours, il ne faut pas arrêter sa contraception. Pilule de 3e ou 4e génération. Exactement. Il vaut mieux retourner voir son médecin, essayer d'évaluer les risques avec lui, éventuellement de discuter d'autres moyens de contraception ou de revenir à une pilule d'une génération antérieure. Mais il ne faut surtout pas arrêter d'un coup puisque le risque, c'est à ce moment-là d'avoir une grossesse non désirée et éventuellement d'avoir recours ensuite à un avortement, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Et c'est un peu la menace que brandissent beaucoup de gynécologues aujourd'hui en disant attention, il ne faut pas qu'on ait un pic d'IVG, d'interruption volontaire de grossesse dans notre pays. C'est ce qui s'est passé en 1995 en Grande-Bretagne quand il y a eu une vague d'inquiétude similaire à celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé le pill scare, la panique de la pilule. Alors, il faut remettre les chiffres à leur place. Il y a eu une augmentation des IVG sur les 3 années qu'on suivi, ça c'est sûr. En revanche, cette augmentation a continué, elle dure encore aujourd'hui. Donc le pill scare ne peut pas expliquer à lui tout seul cette augmentation. Alors, est-ce qu'un médecin peut vraiment détecter tous les risques avant de prescrire une pilule? Alors oui et non. Oui pour les facteurs de risque qu'on a vus dans le reportage, par exemple le surpoids, le tabac, les antécédents personnels ou familiaux. Et surtout, il faut bien penser à les revoir dans la durée. Et ça, on n'y pense pas forcément. Entre le moment où vous commencez à prendre la pilule, par exemple à 17 ans, et puis à 30 ans, vos habitudes envers le tabac ou bien votre poids a pu évoluer. Et donc, il faut absolument réévaluer tout ça à chaque fois. Et puis non pour un certain nombre d'autres risques, beaucoup moins nombreux heureusement, mais il en reste, et notamment les facteurs de coagulation qui sont très rares, mais par exemple celui dont est porteuse Marion Lara, qu'on a vu dans le reportage. On ne peut pas le détecter avant une prise de pilule. Les associations comme l'AVEP de Pierre Marcarian préconisent un bilan sanguin pour toutes les jeunes filles qui voudraient prendre la pilule. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. C'est des bilans qui sont très compliqués, qui vont voir dans le patrimoine génétique, donc un gynécologue seul ne peut pas les prescrire, qui sont très coûteux, ils coûtent aux alentours de 250 €, dont la moitié à la charge de la sécurité sociale, et puis qui ne sont pas fiables à 100%, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas détecter à coup sûr tous les facteurs de risque. Donc c'est très compliqué pour un résultat peu sûr. Pensez-vous, Christelle, que nous avons affaire à un nouveau scandale de type Mediator?
Alors non, il faut vraiment faire attention aux amalgames. Il y a beaucoup de différences quand même entre ces deux affaires. Dans le cas du Mediator, les risques étaient dissimulés par le laboratoire, alors que pour les pilules 3e et 4e génération, les risques sont inscrits dans les notices. Et puis le Mediator n'était bénéfique pour personne, alors que la pilule, et ça il faut vraiment le rappeler, est bénéfique pour des millions et des millions de femmes depuis des années, et on espère qu'elle le sera encore. Merci Christelle. Direction l'Espagne maintenant. C'est aux portes de la capitale, Madrid, que nous avons découvert le plus grand bidonville d'Europe. Il s'appelle Canada Real Galiana et près de 40 000 personnes y vivent. Beaucoup de familles. Et vous l'imaginez dans des conditions particulièrement insalubres. Pas ou peu d'eau courante, foisonnement de rats, chaussées défoncées. Depuis les grandes difficultés économiques du pays, les arrivées dans ce bidonville sont de plus en plus nombreuses. Vous allez voir aussi comment, prospérant sur cette misère, des trafiquants de drogue en ont fait un de leurs repères. Ce reportage est de Gabrielle Dréan. Elle sera sur notre plateau pour répondre aux questions de Guylaine. Nous sommes à 10 minutes du centre de Madrid. Caché entre des échangeurs d'autoroutes et l'immense décharge régionale de la capitale, la Cañada Real, le plus grand quartier illégal d'Europe. Les Madrilènes ignorent son existence. Pourtant, 30 000 personnes vivent ici. Samedi midi, la décharge va fermer pour le week-end. Les derniers camions poubelles s'éloignent. L'entrée de la décharge, c'est le seul morceau d'asphalte du bidonville et le terrain de foot d'Angelo et ses amis. Les ados sont les premiers habitants de la Cañada à avoir accepté notre caméra. Ici, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a vraiment rien. Même pas un cybercafé. C'est nul. Il n'y a pas de cybercafé. Il n'y a rien. On a l'impression d'être en quarantaine. On ne peut pas sortir d'ici. C'est vrai. Angelo a 14 ans. Il est né ici. Tu peux me montrer ta maison? Oui. Venez, je vous montre. C'est là, ma maison. On doit mettre de l'eau dans les bidons, c'est vraiment nul. Et l'électricité, regardez comment c'est fait. Regardez ces câbles. Moi, je fais un BEP d'électricien, alors je vois bien que c'est n'importe quoi cette installation. Quelquefois, l'eau arrive au robinet. Mais là, ça ne marche pas. Regardez. Alors on réchauffe l'eau de la citerne dans la cheminée. Angelo est l'aîné d'une famille de 7 enfants. Son père est un maçon au chômage, sa mère s'occupe des plus petits. Pour Angelo, pas question de ressembler à un enfant des bidonvilles. Il veut avoir l'air d'un ado comme les autres. Pour ça, il a ses astuces. Je mets des sacs plastiques à cause de la boue qu'il y a ici. Dans tous les autres quartiers de Madrid, t'es pas obligé de faire ça. Il n'y a qu'ici. Un jour, il l'espère, Angelo partira de la Cañada. Mais pour l'instant, le bidonville ne cesse de grandir. Chaque mois, de nouvelles familles s'installent, dans des maisons en dur ou dans des cabanes. Surtout des Espagnols, mais aussi des Marocains et des Sud-Américains. Parmi eux, aucun clandestin. Tous sont recensés par l'État espagnol. Les enfants sont scolarisés. Pourquoi ces familles se résignent-elles à vivre dans l'insalubrité? La crise est-elle si aiguë en Espagne? Que fait l'État? Pendant 3 semaines, nous avons filmé de l'intérieur cette immense ville illégale aux portes de Madrid. Manuel et Michael viennent de s'installer avec leur famille à la Cañada. L'année dernière, ils avaient encore un appartement, un travail et une vie qui leur plaisait. Aujourd'hui au chômage, ils font comme beaucoup d'habitants de la Cañada. Ils vivent de récupération. C'est sale, non? Oui, c'est sale. Mais pour manger, on est bien obligé. Et vous, Michael, ça change de votre ancien travail? Oui. Avant, je ne savais même pas que ça existait, la récup. Je n'avais jamais vu ça.
J'avais un travail stable, j'étais surveillant. C'était autre chose. J'étais assis dans un bureau. C'est parce qu'on est dans le besoin qu'on fait ça. Manuel et Michael veulent nous emmener à Vicálvaro, le quartier populaire de Madrid où Manuel habitait il y a encore quelques mois. Avant, je vivais ici. C'est ma maison. C'est ma mère là-haut. Ici, moi, j'adore. Regardez la rue, quel bonheur. C'est tout propre. Il y a le bar en face. C'est la vie normale, quoi. Entrez, entrez. Voilà, c'était mon petit chez-moi. Je vivais ici avec ma femme et mon fils. Mais c'était vraiment devenu trop petit pour tout le monde. Alors je suis parti dans le bidonville. C'est comme ça. Sur le balcon de l'appartement, Manuel se souvient de sa vie passée. Ici, t'es tranquille. Tu fermes, tu mets ton chauffage, t'es bien. T'as les copains, les voisins. Pour donner un toit à sa petite famille, Manuel a quitté l'appartement de ses parents. Cette autonomie lui a coûté son confort. Quand on arrive, on a l'impression d'arriver dans un tas de merde. Mais bon. C'est ici que les deux amis se sont connus. Il y a 2 ans, cet endroit était encore un terrain vague. Les 2 pères de famille y ont installé leur logement de fortune, sans permis de construire ni titre de propriété. Ça, c'est ma maison. Ça fait 10 mois que j'habite là. Un appartement normal, ça vous aurait coûté combien? Un appart aujourd'hui, ça coûte 100 000 euros, 90 000. Et cette maison? Cette maison 4 000, 5 000 euros. Ici, il y a l'électricité et la lumière? Oui, oui. L'électricité est détournée de l'éclairage public et l'eau du réseau municipal. Ici, on est bien, on se réchauffe. Il nous laisse filmer son intérieur quelques minutes, mais très vite, nous prie de sortir. J'ai honte, vous savez. Michael, lui, nous autorise à le suivre à l'intérieur de son habitation. Une cabane de bois et de toile qu'il a aussi construite lui-même. Entrez. Cela fait 6 mois qu'il vit ici avec sa femme Angela et leurs 2 petites filles. Avant, il louait un petit appartement où ils logeaient tous les 4, car Michael gagnait 1 500 € avec son salaire de surveillant. Pas facile de s'habituer à cette nouvelle vie, surtout pour Angela. La première fois que je suis arrivée avec mon mari, je n'étais jamais allée dans un bidonville. Au début, je pleurais la nuit, je voulais m'en aller d'ici. Il fait froid, j'avais peur pour les petites, j'avais peur de tous ces rats. Je dois cacher la nourriture à cause de ces rats. Venez voir notre cabane. Regardez, ça c'est le lit où on dort. J'ai la petite qui dort à côté. Cette cabane a pris feu. Regardez. J'ai refait tout le toit. C'est vous qui l'avez refait? Oui. C'est moi qui ai tout réparé. J'ai remis du papier et j'ai repeint pour tout cacher. Parce que c'était vraiment dégoûtant. Et ça, c'est mon beau-père qui me l'a offert. Comme ça, on a un peu d'eau chaude. Mais vous dites à vos anciens voisins où vous habitez? Non, je ne le dis pas. J'ai honte. Je dis que j'ai acheté un bout de terrain. Je ne dis pas que c'est un bidonville. Vous avez vu comment c'est ici? À qui appartient le terrain sur lequel Manuel et Michael se sont installés? À la région de Madrid. Un terrain public, déclaré inconstructible, car la Cañada Real est un ancien chemin de transhumance, protégé pour des raisons historiques. Non seulement les habitants n'ont pas le droit d'y construire leur maison, mais certains se livreraient même à un trafic de parcelles dans le bidonville. Le maire de Rivas, l'une des communes voisines de la Cañada, confirme l'existence d'un marché immobilier parallèle. Ils vendent des terrains qui ne leur appartiennent pas, qui sont propriétés de la ville de Madrid. C'est terrible. Faire payer jusqu'à 20 000 euros ce terrain illégal à de pauvres gens, et pour y mettre leur cabane, c'est le comble de l'horreur.
Nous avons rencontré un habitant qui a été victime de ce trafic. Il s'appelle Abdoul. C'est un maçon marocain qui vit en Espagne depuis 18 ans. En 2006, la crise immobilière éclate. Il perd son travail et ne peut plus payer le loyer de son appartement. Expulsé, il cherche un toit pour abriter sa femme, enceinte de leur premier enfant. Un Espagnol lui propose alors de lui vendre un terrain sur la Cañada. Les parcelles se vendent comme ça. Par exemple, j'ai acheté le terrain à un monsieur. Il n'y a même pas de papier sur lequel on écrit le montant de l'argent qu'on a donné. Nous, les étrangers qui sommes arrivés ici, on ne comprend pas bien parce qu'on n'a pas fait d'études. Oui, mais vous savez combien vous avez payé? J'ai payé 20 000 euros pour le terrain. Vous savez ce que ça représente, 20 000 euros? Toutes vos économies? Non, j'avais pas toute cette somme. J'ai dû emprunter à droite et à gauche. J'ai travaillé pour pouvoir me payer le terrain. Abdoul avait construit ici une maison en briques de 80 mètres carrés. Mais en 2007, la justice a ordonné sa démolition, car elle était située sur un terrain inconstructible. Tout était en briques comme ça. Elle était construite en briques. J'ai coulé un peu de béton par-dessus pour poser mon conteneur. Aujourd'hui, Abdoul a renoncé à reconstruire sa maison, par manque d'argent, mais aussi dans la crainte de voir revenir les bulldozers. À la Cañada, il y a des centaines de maisons en dur et des milliers de cabanes en bois. Toutes sont sous ordonnance de démolition. Décidément, ce bidonville est une zone de non-droit, royaume de la débrouille et des petits trafics. Comme cette installation électrique, détournée des pylônes de haute tension voisins. Attends, je le branche là. Voyons. Tire les deux fils. Branche-les là. Là, ça passe. Dany et ses voisins sont les électriciens du bidonville, justement en pleine intervention sur leur réseau pirate. Il y a combien de kilomètres de câbles ici? 4 kilomètres, tous bout à bout. Oui, tous reliés entre eux. Tiens là. Non, non, moi je la prends pas. Hein. Trouillard. Ces dépanneurs improvisés sont à la recherche d'une coupure sur leur réseau parallèle. Et vu l'état de l'installation, la réparation risque de prendre du temps. Combien de maisons n'ont pas d'électricité? 20 maisons. 20 maisons. Et depuis combien de temps? Depuis 5 heures ce matin jusqu'à maintenant. Il n'y en a toujours pas. Et ça nous arrive une semaine sur deux. Une voiture de police passe à 10 mètres de là, sans un regard pour le groupe de voleurs d'électricité. De temps en temps, il y a la police qui passe. Mais seulement quand quelqu'un commet un délit. Mais et la compagnie d'électricité publique? Non, ici, l'électricité, c'est nous. Bon, allez les gars, on y est là. C'est là. Ça y est. Maintenant, vous allez voir. Dans ce câble passe plus de 20 000 volts. Dany reconnecte son quartier au réseau pirate en bravant le danger comme s'il s'agissait d'un jeu. Vous avez gagné, Dany? Oui, il a gagné le championnat. Oui, j'ai gagné, mais il fallait pas que je gagne, parce que maintenant, dès que ça va retomber en panne, ils vont m'appeler. Et voilà, on applaudit. Dany et ses voisins volent l'électricité publique au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires et sans aucune crainte de la justice. Dans cette ville invisible, où l'État n'apporte ni électricité ni eau courante, il n'y a évidemment pas d'école. Les enfants de la Cañada sont scolarisés dans les villes voisines. 15 heures, c'est la fin des cours. Angelo et son copain ne prennent pas le bus pour rentrer au bidonville. Ils préfèrent partir discrètement à pied. On ne dit pas aux autres élèves qu'on est de la Cañada. On dit qu'on est d'un autre quartier. Si on leur disait qu'on est du bidonville, ils ne nous parleraient même pas. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils disent que les gens de la Cañada sont malhonnêtes. Sur le chemin du retour, les garçons s'arrêtent dans un cybercafé pour regarder des vidéos sur Internet. Comme tous les ados de leur âge.
Regarde celui-là, regarde ce qu'il fait. Vous n'avez pas d'ordinateur à la maison? Non. Ça coûte trop cher. En général, on traîne ici jusqu'à 6 heures à peu près, et après on rentre à pied. Il faut au moins 2 heures. Du coup, on arrive à la maison vers 9 h du soir. Pour rentrer chez eux, Angelo et Antonio longent l'autoroute et passent à travers champs. Un détour de plusieurs kilomètres. En traversant le bidonville, ils pourraient arriver chez eux 1 heure plus tôt. Vous ne longez pas tout le bidonville? Non, il y a plein de junkies, ça nous fait peur. Ils peuvent nous voler. Ou nous poignarder, ou nous tuer. Et donc? Donc on coupe à travers champs. On coupe parce qu'on ne veut pas passer par là-bas. Ils nous font peur. Je passe jamais par là-bas. Il y a des seringues partout par terre, plein de trucs cassés. J'ai pas confiance. 21 h, les 2 garçons arrivent enfin dans leur quartier. Le secteur 6, la zone qui effraie les 2 ados, se trouve à 600 mètres de chez eux. Derrière ces murs en ruine se cachent les 2 clans de narcotrafiquants qui se partagent le marché de la drogue dure à Madrid. Ces voitures sont celles de consommateurs, mais aussi de dealers qui viennent s'approvisionner ici. Filmer ce quartier peut être dangereux. La police et l'agence antidrogue espagnole ont refusé de nous y emmener. On va voir si le camion est prêt. Centre de Madrid. Nous avons rendez-vous avec Manolo. Il est volontaire pour une association humanitaire. Avec ses compagnons, il se rend tous les jours dans le secteur 6. On a les imperméables, les verres, les sandwichs, le bouillon. On est prêt pour commencer la journée. Ancien toxicomane, Manolo a bien connu la Cañada Real. Aujourd'hui, il distribue de la nourriture aux drogués de la zone. Il est le seul à avoir accepté de nous accompagner sur place, car il tient à nous montrer l'enfer du secteur 6. En ce moment, c'est plutôt dangereux. Ils sont sous tension. Les dealers ont plus de mal à revendre leurs doses. Il y a de plus en plus de disputes entre eux. C'est un peu dangereux, on ne peut pas dire le contraire. Baisse ta caméra. Attention à droite. Attention de ne pas déranger. Si vous me filmez moi, il n'y aura pas de problème. Manolo nous demande d'être discrets car nous passons devant des dizaines de points de vente de drogue. Les kiosques, ils ont même leur enseigne. Devant chaque entrée, des guetteurs qui préviennent de notre passage. Ici, du matin au soir, c'est un défilé de voitures en mauvais état, aux vitres embuées. À leur bord, 2, 3, 4 passagers. Manolo les connaît bien. C'est quoi cette voiture? C'est un Kundas. Ici, on les appelle les taxis de la mort. Ils vont dans le centre de Madrid, à un point de rendez-vous. Ils chargent 2 ou 3 toxicomanes. Et les taxis les amènent ici pour acheter leur drogue. Et ils les ramènent dans le centre de Madrid, là où ils les ont récupérés. Le Kunderos, le chauffeur, gagne sa vie comme ça. Chaque drogué paie 3 ou 4 euros pour la course. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs qui font les Kunderos avec leur propre voiture pour gagner leur vie. Nous tentons d'approcher ces Kunderos en caméra cachée, mais ils refusent de nous parler.
Traqués par la police et sous contrôle des clans de la drogue, ces chauffeurs sont très méfiants. Leurs voitures sont des lieux de consommation où leurs passagers toxicomanes s'injectent leur dose de drogue. Ils risquent la prison ferme. Manolo finit par convaincre l'un d'entre eux, José, un ancien boucher au chômage. Vous êtes Kundero? Ouais, je suis Kundero, oui. Il accepte de nous parler de son travail, à condition de ne filmer ni sa voiture, ni ses passagers. Je leur demande, tu veux y aller? Ils me disent, oui, oui, j'ai besoin d'un taxi. Et ils vous paient? Ouais, ils me paient. 5 €. Je les emmène à l'un des kiosques, sur la route. C'est là qu'ils achètent leur dose de drogue. Et après, je les ramène là où je les ai pris. En un jour, tu peux te faire 250, 300 €. Il faut juste déduire l'essence. C'est très dangereux. Un jour, ils ont essayé de me voler ma voiture. Ils m'ont pris le bras, ils m'ont bloqué. Par chance, j'ai pu me dégager. Heureusement que j'ai pris des cours de full contact. Avec la crise, il y a de plus en plus de kunderos. Des kunderos occasionnels. Un jour, ils en ont marre d'être fauchés et ils se mettent à faire ça. Les taxis de la mort s'éloignent. Ils seront de retour dans 20 minutes avec de nouveaux passagers. Certains toxicomanes ne repartent plus de la Cañada. Trop dépendants pour travailler, ils n'ont pas d'argent pour en sortir. Ils vivent au jour le jour, stérilisent des seringues usagées trouvées à terre pour les revendre et se payer leur dose. C'est à eux que Manolo distribue la nourriture de son camion. Daniel est l'un de ces toxicomanes échoués dans le bidonville. Malgré sa carrure imposante, ce géant de 2 mètres vit dans l'angoisse des agressions quotidiennes et des règlements de compte entre dealers. Ici, à chaque instant, tout peut arriver. Est-ce que j'ai peur? Bien sûr que j'ai peur. C'est dangereux. Oui, très dangereux. Mais grâce à Dieu et à ces gens qui viennent nous aider... Vous êtes fort. Oui, j'ai encore de la force. Mais à rester ici, on perd toutes ses forces. Mais j'espère qu'un jour il changera d'avis et qu'il viendra avec nous. Qu'il changera de vie, de situation. Un jour, sûrement, je viendrai avec vous. J'y pense souvent. Mais c'est le diable qui me retient ici. Aujourd'hui, aujourd'hui. Allez, au revoir l'ami. Daniel nous a confié qu'il dort à la Cañada depuis 4 ans. La nuit, il se réfugie ici. Il cherche un trou ou un coin sous une pierre. Et ils dorment là, au risque de se faire mordre par les rats. Je crois que c'est la limite où un être humain peut arriver. À 200 mètres de là, les clans de la drogue ont pignon sur rue. Cette zone de la Cañada ressemble à une avenue commerçante. Lieu d'achat pour les consommateurs, mais surtout stock où viennent se fournir les dealers de la capitale. Sur ces images de la police espagnole, leur dernière intervention dans une maison de grossiste, un véritable bunker. Pour y pénétrer, il faut franchir 4 ou 5 portes blindées. Ces maisons sont toutes reliées entre elles par des souterrains. Les stocks de drogue s'évanouissent avant que les brigades n'arrivent. Ce matin-là, la police a saisi le stock d'une journée de revente. Dans ces conditions d'insécurité et d'insalubrité extrême, pas étonnant que de nombreux habitants de la Cañada rêvent de s'en aller. Tous les soirs, le bus de ramassage scolaire ramène les enfants de Déborah à la Cañada. Donne-moi la main. Déborah a plus de chance que beaucoup de ses voisins. Elle vit avec sa famille dans une vraie petite maison de 70 mètres carrés, achetée 8 000 € il y a 5 ans. Allez, entre.
Ici, à la Cañada, c'est difficile d'avoir une maison propre. Oui. Parce qu'on vit ici avec la boue, la terre, la poussière, et en plus j'ai un sol blanc. Avec tout ça, il faut laver 3 fois par jour, parce que sinon, c'est l'enfer. Avant la crise, Déborah était caissière dans un supermarché. Julio, son mari, a un travail. Il est garagiste, mais il peine à boucler les fins de mois de sa famille. Allez, on joue. Julito, c'est le plus petit qui commence. Allez, lance. Il y a la Cañada dans le Monopoly? Non. Ça, c'est le centre de Madrid. Porta del Sol, les quartiers chics. Des rues du centre de Madrid où Déborah rêverait d'habiter. Elle a fait des dizaines de demandes de logement HLM. Aujourd'hui, elle est lasse d'attendre. Je vais aller voir les immeubles là-bas. Elle nous entraîne à 500 mètres de sa maison, car elle veut nous montrer quelque chose qui la dépasse. Là-bas, il y a des dizaines d'immeubles vides qui ne peuvent pas vendre parce que les gens n'ont pas d'argent. Les banques ne font crédit à personne. Là, il y a plein de gens qui vivent dans des conditions pas possibles. Et à 2-3 kilomètres, tous ces immeubles neufs inoccupés, c'est une honte. Il y a des toboggans. C'est pour les enfants. Et un square. Ça vous plaît? Oui, j'adorerais. En voyant autant d'appartements vides, alors qu'on est tellement nombreux à la Cañada, pourquoi on ne viendrait pas s'installer là? S'ils ne font rien, qu'ils ne trouvent pas une solution de relogement pour nous tous, c'est ce qui va arriver. On va venir là, et qui sera responsable? En attendant, Déborah rentre dans son bidonville, poussée par la crise à rester dans l'illégalité, comme ses 30 000 voisins. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Ce bidonville de Cañada Real est à seulement quelques kilomètres de la capitale, Madrid. 14, oui. Comment se fait-il que beaucoup de Madrilènes n'en aient jamais entendu parler, ne l'aient jamais vu? Comment est-ce possible? Alors, ce quartier est complètement coincé entre 2 autoroutes et la décharge régionale de Madrid. Quand on passe d'ailleurs sur l'autoroute qui mène à Valence, on ne voit pas du tout ce bidonville. C'est un quartier qui n'est pas du tout desservi par des transports publics. Et les habitants, de par leur situation de construction illégale, sont des habitants plutôt discrets. Ils sortent pas beaucoup de leur bidonville. D'ailleurs, pour en sortir, il faut traverser les 4 voies des autoroutes. Il n'y a pas de passerelle. Donc c'est vrai que c'est possible de ne rien voir. Non. Vous parlez dans votre reportage de problèmes de sécurité, vous parlez aussi de problèmes d'insalubrité. Est-ce qu'il y a aussi des problèmes sanitaires à la Cañada? Oui, bien sûr. Il y en a même beaucoup. Quand on arrive à la Cañada, la première chose qui frappe, c'est l'odeur qui est très forte. On est à quelques centaines de mètres de cette décharge régionale énorme. Et d'ailleurs, les enfants, les nouveau-nés, ont beaucoup de problèmes respiratoires. Et puis, évidemment, comme le sol est jonché de détritus de toutes sortes, en particulier, les enfants, encore une fois, se blessent beaucoup. Il y a beaucoup de chutes. Il y a également des électrocutions, comme on a pu voir dans le reportage. Ils trafiquent beaucoup l'électricité. Est-ce que les médecins passent à la Cañada? Alors, 2 fois par semaine, il y a des médecins itinérants qui sont envoyés par l'hôpital de Madrid, qui part au plus urgent, je dirais. Les habitants m'ont confié que quand ils appellent les ambulances pour une urgence, les ambulances mettent des heures à arriver parce que la chaussée est impraticable, parce qu'il n'y a pas d'indication, donc ils se perdent. Et quand c'est de nuit, il y a des ambulances qui n'arrivent même pas. Quelles sont les solutions envisagées par les autorités? Alors, le dernier jour de notre tournage, juste avant de rentrer en France, la région de Madrid a annoncé une série de mesures pour trouver une solution à la Cañada Real. Ils ont décidé de légaliser ce terrain et donc de le rendre constructible et de vendre aux habitants les parcelles qu'ils occupent. Et avec cet argent, de financer l'urbanisation, c'est-à-dire de mettre des trottoirs, de l'éclairage public, de faire arriver l'eau, etc. Et c'est réalisable, c'est crédible? Alors,
peu de monde y croit. C'est-à-dire que des élus des communes avoisinantes m'ont confié que si on revenait dans 10 ans, la situation serait exactement la même. Et moi, de mon côté, j'ai posé la question aux gens qu'on a filmés. Les habitants n'ont pas d'argent pour acheter ces parcelles, pour acheter ces terrains. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est être relogés et d'avoir éventuellement des logements sociaux. D'aller vivre ailleurs. D'aller vivre ailleurs, évidemment. Et donc, acheter les parcelles, c'est quelque chose qui est absolument impossible pour eux. Merci Gabrielle. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci d'être resté avec nous. Pour rester en contact, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre adresse internet france2.fr, nous faire partager vos réactions, vos commentaires sur les reportages de ce soir. Et bien sûr aussi, vous pouvez voir ou revoir cette émission. À très vite. Et puis n'oubliez pas, notre rendez-vous samedi 14h, envoyé spécial la suite. Il y a 21 ans, nous avions filmé l'incroyable histoire de Duc et Viette, des frères siamois séparés par une opération chirurgicale à l'âge de 8 ans. C'était au Vietnam. Leur visage était devenu le symbole de l'agent orange, arme de guerre, arme chimique utilisée par l'armée américaine. Nous sommes retournés dans ce pays pour retrouver Duc. Merci pour votre fidélité. Pas d'envoyé spécial jeudi prochain, mais l'émission politique des paroles et des actes avec pour invité Marine Le Pen. Bonne fin de soirée et tout de suite, c'est complément d'enquête.